Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat, le premier de l'année 2017. Nous allons parler évidemment des événements de Béjaïa, des partis politiques qui annoncent leur participation aux législatives, d'autres leur non-participation. Et nous passerons en revue l'actualité politique de la semaine. Maintenant, place au débat. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de Place au débat, le premier de l'année 2017. Après une petite absence, nous sommes là et pour de bon cette fois-ci. Alors nous allons parler ce soir de l'actualité politique de la semaine, évidemment avec les événements de Béjaïa. Tout le monde en a parlé. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette wilaya. L'actualité politique avec certains partis politiques qui annoncent le retrait des législatifs, d'autres qui réfléchissent encore. On souhaite d'abord la bienvenue à nos invités. Bonsoir Tarek Hafid. Vous êtes journaliste indépendant. Bonsoir. Ramadan Tazibt, vous représentez le Parti des Travailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Atiq Abou Taleb du Parti Tala al-Hurriyet. Bonsoir. Hassan Bachishri, vous êtes directeur du journal La Tribune. Bonsoir. Alors, les yeux étaient rivés depuis ce début d'année sur les événements de Béjaïa. Quelques jours seulement, 2 jours après le discours du Premier ministre, certains y ont vu les prémices d'un printemps arabe, surtout à l'étranger. Est-ce que vous y croyez à ça, Tarek Hafid ? En fait, j'y crois pas trop, puisque toute cette violence, cette flambée de violence a été assez localisée, et tout serait parti d'un appel à la grève qui a été lancé par une organisation que très peu de gens connaissent, qui n'a pas été réellement identifié. Appel anonyme, parce qu'on ne sait pas vraiment qui a appelé à la grève générale ce jour-là. Tout à fait, ça a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Ensuite, bon, il y a la partie grève, mais il y a aussi la partie donc, violence. Il y a des jeunes qui sont sortis, notamment à Arbo. Il y a eu la recette des impôts qui a été incendiée. Alger aussi, il y a certains quartiers où il y a eu quand même des escarmouches, des arrestations qui ont été annoncées il y a quelques jours. Mais de là à parler d'un printemps arabe dans ces conditions, sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que tout a été fait de façon à dire, voilà, à partir du 1er janvier 2007, c'est le début d'un large mouvement d'insurrection que les gens n'ont pas réussi à identifier. Et je pense que les citoyens, en tout cas les Algériens, étaient beaucoup plus en train de regarder ça à travers les réseaux sociaux, certaines télévisions, quelques titres de la presse écrite, mais réellement, c'est-à-dire il n'y a rien d'organisé. En tout cas, moi, j'y crois pas du tout. Ramadan Tazibt, comment est-ce qu'on a interprété les événements de Béjaïa au sein du Parti des Travailleurs ? Bonsoir et merci pour cette invitation. Évidemment, nous pensons que c'est une alerte ce qui s'est passé dans la wilaya de Béjaïa, dans quelques communes de Bouira, de Boumerdès, quelques communes d'Alger, parce que, évidemment, tout le monde a remarqué les appels anonymes à la grève et aux manifestations, qui sont toujours des choses douteuses. Parce que lorsqu'on veut... Moi, j'ai été frappé par une image, par exemple, dans la presse nationale, avec des jeunes qui marchent avec une banderole contre la loi de finances 2017, ce qui est légitime, parce que la loi de finances 2017, elle est violente à l'égard de la majorité de la population. Et vous y croyez ? Vous pensez vraiment que ces jeunes connaissent la loi de finances ? Non, justement, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ces jeunes avaient des cagoules. Pourquoi cacher son identité lorsqu'on veut exprimer une position, d'ailleurs légitime par rapport à la loi de finances 2017 ? Nous, en tous les cas, dans le Parti des Travailleurs, nous l'avons combattue avec toutes nos forces parce que nous considérons qu'elle est injuste par rapport à la majorité de la population. Donc vous dites qu'il y a eu un peu de manipulation, non ? Ce n'est pas une question de manipulation. Je pense qu'il y a un terrain qui est favorable aujourd'hui parce que les gens sont angoissés, les horizons sont bouchés, il y a beaucoup de chômage. Et les messages du gouvernement, des ministres et du gouvernement de manière générale, et les décisions qu'ils ont prises ces dernières années, notamment depuis 2 années, c'est une austérité qu'on n'a pas vue depuis des lustres. C'est-à-dire que nous avons, pour faire une comparaison, puisqu'on parle de printemps arabe, ce qui a été
mis en place pendant 40 ans en Tunisie, en Égypte par exemple. Le gouvernement en Algérie, il veut le faire passer en quelques années. Et ce n'est pas raisonnable pour vous. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est pour ça qu'il y a cette violence des décisions du gouvernement par rapport à l'austérité, gel des salaires, gel du recrutement, gel des projets de développement. On va en parler plus tard. Fait que les gens sont de ça. Mais je pense qu'il faut saluer les citoyens de ces wilayas que nous avons cités et d'ailleurs qui n'ont pas tombé dans la provocation. Parce qu'il y a quelque part une provocation. Et lorsque vous avez parlé de printemps arabe, nous avons vu effectivement des chaînes de télévision occidentales et orientales qui tout de suite se sont enflammées pour essayer d'agir, pour faire boule de neige. Ça n'a pas marché, tant mieux, mais ça peut reprendre à n'importe quel moment parce que la situation objective, elle est très difficile. Alors, provocation, manipulation, demande légitime. Hadiqa Boutaleb, vous représentez ce soir le parti Tala'a al-Hurriyat. Déjà, pour répondre à votre question sur le printemps arabe, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que les Algériens sont assez vigilants pour ne pas tomber dans la violence. Pour ce qui s'est passé à Béjaïa, pareil, c'est un appel qui a été lancé par des gens non identifiés. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que ces jeunes ont été peut-être manipulés par des partis qui avaient tout intérêt à tourner cette grève en violence. Il n'en demeure pas moins, sans justifier ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, la violence est injustifiable, il n'en demeure pas moins que c'est révélateur d'un malaise social. Ça va mal, les jeunes en ont marre et ils l'expriment de cette manière, malheureusement. Et je pense qu'il faut surtout trouver une solution à ça. Le président de votre parti, Ali Benflis, en a parlé lors de son discours annonciateur de la non-participation aux législatives. Il avait dit qu'il y avait un malaise social. Mais est-ce que la réaction des jeunes aujourd'hui est légitime ? Dans la violence, non, elle ne l'est pas. Je veux dire, elle est légitime dans le sens où on manifeste un mal-être, c'est des réclamations qui s'expriment d'une manière, elles ne sont pas cadrées, c'est ça le souci. C'est-à-dire que ce genre de manifestation devrait être cadré. Là, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Hassan Bachichlef, votre journal La Tribune est revenu largement sur les événements de Béjaïa. Vous êtes d'accord avec Mme Boutaleb quand elle dit que... Je voulais d'abord mettre en exergue la problématique du printemps arabe. Oui. Si on se fie maintenant aux lectures des médias occidentaux, pas simplement français, italien, anglais ou américain, et surtout allemand, il y a une problématique qui revient souvent, il y a la désillusion du printemps arabe dans certains pays et les conséquences de cette désillusion, la Tunisie, la Libye, etc. Donc le printemps arabe, il faut l'évacuer en Algérie pour une raison majeure, c'est que les Algériens sont matures politiquement, ils voient ce qui se passe un peu dans les pays voisins, et ils réfutent maintenant tout autre type de violence, que ce soit une violence pour une contestation sociale, ou une violence autour du stade, ou une violence tout court dans l'histoire d'accidents, etc. Je pense que le printemps arabe, pour moi, c'est réglé au niveau de la maturité politique algérienne. Ce qui s'est passé à Béjaïa, c'est condamnable. La casse, etc., c'est condamnable. Ce qu'il faut encourager, c'est surtout les mouvements pacifiques de contestation, quelle que soit la nature de la contestation et l'objectif de la contestation. Et là, il faut prendre une césure. On va prendre la wilaya de Tizi Ouzou, où l'union locale des commerçants, elle est structurée, elle est bien organisée, il y a beaucoup d'adhérents. Ils ont fait une manifestation qui s'est très bien déroulée, qui a été pacifique. Ils ont été au siège des directions. Et en face, il y a quand même eu un représentant de l'État, le Wali est descendu, a discuté avec ces gens-là, et il y a eu une reprise. À Béjaïa, malheureusement, ça ne s'est pas fait. À Alger, pour ceux qui font un travail d'investissement et de visibilité, on a fait plusieurs quartiers à Alger, dont pas loin d'ici, à Kouba. Il y a eu un début d'émeute juste en face de l'état-major de l'ANP, et un peu plus bas à Guet-Constantine. C'était rapidement réprimé. Et ce qui m'a vraiment intéressé, ça a été, comme l'a dit notre ami député du PT, la réaction citoyenne
citoyens ici, en tout cas ce que j'ai vu, ont condamné cette manifestation. Le troisième problème qu'il faut poser, c'est la problématique de la communication sur les réseaux sociaux, sur la maîtrise de la communication. Et de l'autre côté, il y a une maîtrise de la communication. Comment est-ce qu'on peut juger aujourd'hui la réaction des réseaux sociaux? Vous allez nous en parler parce que vous dirigez un peu les réseaux sociaux de votre parti, Tala Al-Hurriyet. Comment est-ce qu'on peut réagir? On a constaté que sur Facebook, de manière générale, il y a eu une condamnation et parfois une comparaison avec les pays qui ont vécu le printemps arabe. Est-ce que la comparaison n'est pas un peu étroite, selon vous? Moi, je voulais terminer cet aspect. Moi, ce qui m'a vraiment... C'est une surprise très agréable, c'est que la presse algérienne est un acteur majeur de tout ce qui se passe en Algérie. Quand il y a eu la problématique du terrorisme, y compris tout ce qui se passe maintenant au niveau des frontières, la presse algérienne réagit de manière très vive. Sur la problématique des émeutes, moi j'ai vu les chaînes de télévision privées comme la vôtre ou la télévision publique ou les gens publics, ils ont tout de suite, sans se concerter, évacué la problématique de l'émeute et donné, ce n'est pas des consignes, mais une visibilité à l'opinion publique pour dire voilà comment on appréhende ces émeutes, voilà comment on doit s'organiser. Moi, je crois que cette fois-ci aussi, la presse algérienne a pesé sur le problème de la sérénité et du retour au calme. Oui, Ramadan Tazib. Non, je crois qu'il ne s'agit pas de condamner ou de dénoncer ce qui s'est passé à Béjaïa parce que ce sont des jeunes. Je ne justifie pas. On peut être jeune et responsable aussi. Oui, non, il y a une situation, d'angoisse, une situation d'incertitude, d'attente, de désespoir, etc., qui peut créer ça. Je pense que le fait qu'il n'y a pas eu de répression sévère, parce que moi j'ai averti en tant que député à l'Assemblée populaire nationale de dire aux autorités attention, il ne faut pas tomber dans le jeu et rentrer dans le cycle de répression, violence, qui peut y avoir des dérapages et après personne ne peut maîtriser la situation. Pourquoi Tizi Ouzou n'a pas bougé alors que d'habitude, etc. Eh bien, nous sommes pour quelque chose. Et je le dis avec fierté, la députée du Parti des travailleurs à Tizi Ouzou a tout fait pour aider à l'apaisement de la situation. Parce qu'il y a eu une décision, c'est-à-dire quelques jours avant les... Il n'y a pas eu d'émeute à Tizi Ouzou grâce au PT? Nous avons aidé. C'est d'abord les commerçants, en partie parce qu'il y a eu des mesures d'apaisement. Parce que l'histoire, tout d'un coup, les commerçants de Tizi Ouzou se sont retrouvés à payer la Casnos le double. Ils payaient 32 400 et tout d'un coup, on fait monter à 64 800 de manière inexpliquée personne. Et le fait que le directeur de la Casnos est revenu sur cette décision, ça a apaisé les esprits. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu donc d'opportunité pour les gens qui veulent. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de printemps arabe, y compris parce que la Libye, la Syrie, ce n'est pas un printemps, le Yémen, ce n'est pas un printemps, c'est la destruction des États, des nations. La Tunisie, c'est différent même si c'est différent parce que c'était un mouvement spontané, un mouvement populaire, pacifique, il y avait des syndicats justement, ce n'est pas anonyme, c'est des syndicats, c'est des acteurs qui sont connus, qui ont pris en charge, même si, bien sûr, au résultat de course, il y a encore des problèmes dans ce pays. Mais ce que je veux dire par là, je pense que les Algériens qui nous regardent ce soir, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire en tant que pays, en tant qu'État, en tant que parti, pour éviter justement est-ce que notre pays soit la cible de ce qui se passe un peu dans la région. C'est-à-dire que moi, je considère que ce qui s'est passé à Béjaïa doit pousser les autorités, les pouvoirs publics à anticiper. C'est-à-dire à chercher où est le malaise et quelles solutions il faut apporter aux attentes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, culturel, pour apaiser les esprits. Nous avons besoin, dans cette situation précise, de mesures d'apaisement. Moi, j'ai entendu le Premier ministre, lorsqu'il a fait son discours, c'était avant les émeutes de Béjaïa, le Premier ministre. Pour essayer de rassurer la population. Il n'a pas anticipé sur ce coup-là. Oui, c'était raté de notre point de vue, parce que les citoyens attendaient des mesures et des propos courageux et clairs pour dire l'État n'abandonne pas la population, l'État va corriger, par exemple. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a quand même dit que l'État n'allait pas abandonner la population. Tout le monde, même les partis de la majorité, même les députés du FLN, du RND, savent que la loi de finances 2017, qui vient après la loi de finances 2016,
elle est trop sévère par rapport à la population, etc. Mais un Premier ministre, il peut dire, si cette loi ne fait pas l'affaire, eh ben on va faire une loi de finances complémentaire. On va y revenir, on parle parce maintenant. que les lois, ce n'est pas le Coran. On va y revenir, Donc, on parle d'abord de Béjaïa. Nous avons cette espèce d'orgueil chez certains responsables, un orgueil mal placé. C'est-à-dire qu'il faut être humble, il faut être honnête, il faut dire les choses et lorsqu'il faut revenir en arrière, il faut revenir en arrière. Parce que rien n'est supérieur à la stabilité du pays, rien n'est supérieur à l'intérêt de l'État. En fait, l'initiative en elle-même est déjà très très étrange. C'est-à-dire qu'on Béjaïa ? tout à fait, Oui. on a poussé des citoyens à faire grève pour le compte de commerçants. C'est-à-dire pour le compte de ceux-là même qui sont en quelque sorte responsables des hausses des prix. C'est quand même assez étrange. Et alors, M. Tazib a parlé de la Casnos. Il y a aussi tout ce qui touche donc, aux questions d'ordre fiscal. C'est-à-dire que les citoyens vont sortir, vont faire grève, vont rester chez eux, parce que c'est ce qu'on a demandé. On a demandé aux citoyens de rester chez eux. D'autres sont sortis pour donc, être impliqués dans des actions de violence pour le compte de commerçants. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez étrange. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de problèmes, de manifestations, peut-être de violences dans les mois à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles vagues de manifestations sincèrement, je pense, même si on met trop l'accent sur la casse, mais est-ce qu'il y a un vrai malaise ? Je pense qu'il va y avoir des manifestations, il va y avoir certains mouvements, mais il faut quand même garder à l'esprit, et je pense que ça reste quand même le modèle en Algérie, c'est Insalah Yadrar, où les gens... Le gaz de schiste. Oui, le gaz de schiste. Oui. Les citoyens se sont organisés de manière pacifique, où il y a eu des études qui ont été élaborées par des compétences locales pour dire, voilà, le gaz de schiste, nous n'en voulons pas dans notre région parce que cette région ne nous appartient pas à nous, mais appartient aux générations futures. Voilà. Est-ce qu'on peut parler, M. Tazib ? Si vous permettez, je pense qu'il y avait des groupes qui voulaient créer les conditions d'une désobéissance civile, les conditions d'une insurrection, etc. C'est pour ça que les gens ont fait attention, ne sont pas tombés dans le jeu. Mais en même temps, il y a telle une accumulation de problèmes que n'importe quelle étincelle peut se transformer en un immense brasier. C'est pour ça que nous attirons l'attention des pouvoirs publics pour faire attention à ce qui se passe dans ce pays. Après ce qui s'est passé à Béjaïa, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une épée de Damoclès maintenant au-dessus du gouvernement, que ça peut flamber, ça peut exploser à tout moment ? Est-ce que vous le pensez ? Moi, je voulais rebondir sur la loi des finances dont a parlé notre ami. On ouvre les compas de ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai lu un peu tout ce qui se passe par rapport à la chute du pétrole et comment ont été adoptés les budgets Nigeria, les producteurs du pétrole, jusqu'au Venezuela. Regardez ce qui se passe au Venezuela, regardez ce qui se passe au Nigeria, regardez ce qui se passe par exemple en Angola, ou au Mozambique et en Arabie Saoudite. Je crois que la problématique des taxes elle-même, elle doit être aussi, je ne suis pas le défenseur du gouvernement, j'ai un regard critique. La problématique des taxes, quand on rentre en plein visu, au cœur de la loi des finances, les taxes, elles sont aussi avalées par le fait que de l'autre côté, il y a des subventions qui n'ont pas été touchées, bien qu'au contraire, qui ont été augmentées sur la problématique du logement, sur les produits de base et les produits de nécessité. Par rapport à ce qui s'est passé à Béjaïa Tizouzou et pourquoi les gens ici ont été pratiquement pacifiques, pour revenir à cette épée de Damoclès, on a toujours sous-estimé la capacité de réaction des citoyens. Moi, je pense que les vrais partis politiques maintenant qui existent sont les citoyens. Et les citoyens, par rapport à cette loi des finances, commence maintenant à intégrer les problèmes, sans avoir des ordres du gouvernement ou du militant qui est dans un parti, la problématique de la prise en charge du budget familial, qui s'adapte par exemple à cette taxation. Moi, je pense qu'il y a d'autres grèves qui vont venir, mais sans ça, c'est qu'elles soient encadrées. Il vaut mieux avoir un vis-à-vis, par exemple l'intersyndical, où là, les médecins, ou bien les avocats, ou les commerçants. Quand on a un vis-à-vis, il faut aller, comme vous le dites, au dialogue, au débat. Et puis, c'est pas tabou, de temps en temps, de faire, pas marcher en arrière, parce qu'il faut un État fort, il faut un État autoritaire. Il faut aussi faire comprendre à ces jeunes émeutiers qui ont mis en place
des feuilles de route de violence avec le casque, etc., le mouchoir. En face aussi, c'est des citoyens. Ce sont des jeunes policiers qui ont des familles, etc., qui ont subi des violences et qui sont, pour certains, restés handicapés à vie. Oui. Et je suis très heureux de l'entendre de vous-même que cette fois-ci, les forces de sécurité ont été très adroits sur la gestion de la contestation de la foule, en protégeant au moins les biens publics. Rapidement. Monsieur Benflis a été Premier ministre, il a été aux affaires pendant longtemps. Comment il aurait géré ce malaise social? Quelle est la position aujourd'hui de votre parti concernant la réaction du gouvernement? Est-ce que le gouvernement a bien agi? Est-ce que le gouvernement a mal agi dans cette affaire de Béjaïa notamment? Déjà que ça ne dérape pas et que ça n'aille pas à la répression, c'est déjà pas mal. Maintenant, pour ce qui est je voudrais revenir sur le malaise social. Oui. Hein, la crise économique est avérée, ça va mal, tous les voyants sont au rouge. Donc forcément, ça génère des réactions au niveau de la population. Il faut absolument que l'État, que l'opposition, que la société civile, que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on essaie de résoudre cette crise. Parce que sans résolution de crise, tout peut arriver. Alors, donc je n'espère pas qu'il y ait des débordements, je n'espère pas que ça tourne mal, mais la résolution de la crise devient urgente. C'est aussi une région, quand vous avez parlé d'absence de répression, c'est une région qui a souffert de la répression. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement a peur d'intervenir et de réprimer sur place après ce qui s'est passé, Tarek Hafid, en 2001 notamment, et l'absence de la gendarmerie pendant plusieurs années? Tout à fait, ça reste. Mais ce n'est pas spécifique uniquement à la région, à la Kabylie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une histoire avec ce qui s'est passé en 2001, mais l'État se doit de gérer d'une façon, on va dire, la moins violente et la moins autoritaire. C'est vrai que l'autorité, c'est bien, mais d'une façon quand même assez soft pour éviter des débordements. Alors, le Premier ministre s'est adressé aux Algériens le 30 décembre dernier sur le NTV. Il a tenté de les rassurer à cause de cette loi de finances. Manque de peau, 2 jours après, ça explose à Béjaïa. Est-ce que, Hassan Bachouchif, est-ce que vous considérez que le Premier ministre n'a pas réussi avec le gouvernement à anticiper ce qui s'est passé à Béjaïa? Est-ce qu'ils en assument une part de responsabilité selon vous? Moi, je crois que ça serait grave. Le gouvernement, quel État n'anticipe pas ce qui va se passer dans un certain nombre de régions. Moi, je crois que j'aime pas le mot printemps arabe, j'ai des convulsions quand j'entends ça. Pas dit printemps arabe. Non, je ne parle pas de vous, je parle de ce qui est utilisé dans les médias. Moi, je crois que le danger le plus grave qui nous guette, c'est la sécession dans un certain nombre de régions à l'appel de l'autonomie. Le MAC? Le MAC, pour le citer, au niveau de Radaya et compagnie, il y a eu un mouvement très très dur, très grave, où l'Algérie a basculé et l'Algérie était menacée dans la problématique de la cohésion sociale. Je crois qu'il y a un fondamental. Tant que la cohésion sociale fonctionne, tant qu'unité nationale fonctionne, à ce moment-là, comme a dit notre ami, les débats sont ouverts. Oui. Il y a un fondamental que les Européens n'arrivent pas à comprendre. Ici, en plus de la loi des finances, quand on parle d'austérité, vous allez parler de la loi des finances complémentaires. Il y a une loi des finances qui fonctionne H24 depuis l'indépendance. C'est la problématique de la solidarité. Les Algériens sont solidaires. Premièrement, quand il s'agit de crise interne ou de crise financière, c'est fondamental. Et je répète encore, il y a des mouvements qui vont se déployer bientôt. L'essentiel, c'est qu'ils soient structurés, maîtrisés et qu'on puisse savoir ce que les gens veulent. Mais il ne faut pas qu'une minorité prenne en otage des citoyens et surtout pas qu'une majorité, qu'elle soit politique ou sociale, puisse prendre aussi on peut pas se lever le matin, avoir une grève dans les transports comme ça, inopinée. Dites-moi, est-ce que c'est sérieux de faire une grève sur les tramways quand on sait que des milliers de citoyens utilisent maintenant ce moyen de locomotion? Oui, mais je voulais terminer. Mais la grève est un droit aussi. Oui, non, c'est un droit avec des préavis, avec un certain nombre de mesures, etc. Comment faire? Comment paralyser des hôpitaux? À la limite, on peut paralyser des commerces, des supérettes, etc. Mais un hôpital, on ne peut pas paralyser. Oui.
Je voulais simplement parler de Rapidement, sur Tizi on va Ouzou. passer à la politique. Une nouvelle carte politique qui est en train de se dessiner maintenant en Algérie. Tizi Ouzou, il y a eu des amis du PT qui ont fait un travail, mais tous les autres amis des autres partis politiques ont travaillé la main dans la main pour éviter la ghettoisation Ghettoisation. de la Kabylie. Et puis, il faut toujours revenir Oui. en arrière. La Kabylie est un bastion de la démocratie. Il faut que ce bastion de la démocratie soit un virus de démocratie un peu partout Ouais. dans le pays. Bien non, d'autres bastions, à l'Oranie, au sud, à l'est, etc. Il faut que le virus de la démocratie soit intégré dans le dispositif de contestation. Et cela nous amène à la politique. Nous allons parler de Oui, politique oui. maintenant, après avoir parlé de Béjaïa. Oui, rapidement, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que là où il y a des fragilités Oui. sociales, économiques et même politiques, Mhm. ceux qui veulent provoquer, ils choisissent des endroits. On a parlé de Hardaya, de la Kabylie, du Sud, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de développement dans le Sud. Et c'est pour ça que nous disons que si on veut préserver notre pays, si on veut renforcer le front intérieur, il faut qu'on règle les problèmes et non pas rester en spectateur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'incertitude. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. On va parler tout à l'heure des élections. Personne Absolument. ne peut le savoir parce qu'il y a eu une cascade de lois, une cascade de décisions antisociales, anti-économiques. On ferme des horizons. Lorsque je m'excuse, lorsque je vois dans la loi de finances 2017, on a retiré 200 milliards de dinars de transferts sociaux. On a retiré 500 milliards de dinars. C'est la crise, M. Taïssi. Non, alors la crise, c'est pas la pour crise tout le aussi. monde. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque Si Bachir a parlé d'un État fort, un État Ouais. fort, c'est un État qui ne distribue pas l'injustice, qui ne prend pas des décisions injustes. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde, ce sont des chiffres officiels, c'est la Cour des comptes. Il y a 11 400 milliards de dinars d'impôts non recouvrés. C'est-à-dire que l'État, elle est là, elle a ses services, elle a la gendarmerie, la police, la justice, mais elle est incapable de récupérer son argent et on va chez le pauvre citoyen, le travailleur, le fonctionnaire, on va augmenter la TVA, on va augmenter le carburant, le téléphone, l'Internet, etc. On gèle les non, le problème, il est là. Moi, je suis en train d'observer avec effaroi et en même temps avec colère depuis 2 mois. Des étudiants de l'Institut du pétrole de Boumerdès manifestent tous les jours, y compris hier devant le siège du ministère de l'Énergie pour dire « Nous sommes là, nous avons étudié, il faut nous recruter », personne ne leur répond. Lorsqu'on dit « on gèle le recrutement », ça veut dire qu'on est en train de dire aux centaines de milliers d'étudiants « vous êtes en train d'étudier pour rien ». Et cela alors, c'est pour ça que je dis le gouvernement doit changer de cap. S'il veut préserver... Et ça tombe bien, nous allons parler de cap, nous allons parler de politique, de l'actualité politique de la semaine. Les élections législatives, c'est dans 3 ou 4 mois, même si on ne connaît pas encore la date. Est-ce que ce sera fin avril, est-ce que ce sera le début mai? La date du 2 mai est avancée pour l'instant. Et un parti politique a décidé donc de ne pas participer, c'est le vôtre, Tala al-Hurriyat, celui de Ali Bouteflika. L'annonce a été faite récemment. Est-ce que ce n'est pas un suicide politique de priver un nouveau parti d'élections législatives, Hadi Abou Taleb? Non, je ne pense pas du tout. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui étaient contre la participation aux élections. Contre? Vous étiez pour, contre? Non, contre la participation. Pour être contre? Pour être contre? Pour le Le boycott. boycott. Oh oui, Oui, pour le boycott. voilà. Oui, oui, oui. Vous avez compris. Donc, voilà. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un suicide politique. Je pense qu'au contraire, ça va nous permettre de regagner en crédibilité et puis comment dire... On gagne en crédibilité quand on ne participe pas à des élections? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a du travail à faire. Oui. Aujourd'hui, moi, j'estime que ces élections ne vont rien changer. Donc, qu'on participe pas, de toute façon, ce n'est pas ça qui va régler la crise, puisque c'est le statu quo. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de volonté apparente, en tout cas de la part du pouvoir, de s'asseoir à une table avec l'opposition et d'arriver à des solutions. Et bien que je respecte l'avis des partis qui ont décidé de participer, j'estime qu'on participe ou pas, ça revient au même. Pour l'instant, il y a une crise qui est grave, qui s'accentue,
Si on n'arrive pas à trouver des solutions, Mais on ne comprend pas aussi la démarche de Ali Benflis qui participe au présidentiel, mais qui décide de ne pas participer aux législatives. Alors, vous venez de dire que les législatives ne changent rien. Est-ce que les présidentielles changent quelque chose? alors moi je vais revenir là-dessus en détail. Oui. Ali Benflis, candidat au présidentiel, était un candidat indépendant. Il n'avait pas de parti. Il a consulté ses amis, sa famille. Il s'est présenté au présidentiel. C'était une décision personnelle. Aujourd'hui, Ali Benflis est président d'un parti politique. Donc, si présidentielle il y a, qu'elle soit anticipée ou en 2019, la décision ne lui revient pas. Mais lui aussi est contre la participation aux législatives. Donc, il considère la présidentielle crédible, mais que la législative ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction un peu? C'est-à-dire que le climat du moment ne favorise pas La participation aux législatives. Vous allez participer aux élections locales à la fin de l'année? On va procéder de la même manière, c'est-à-dire que ça sera décidé. Non, ça sera décidé par le comité central. Parce qu'on se dit démocrate. La démocratie commence à la maison. Donc, on a un comité central qui décide de ces questions, suivant les statuts du parti. Et on procédera de la même manière. On convoquera le comité central et on décidera de la participation locale. Pour ce qui est des présidentielles, ça se passe d'une autre manière. S'il devait y avoir présidentielle anticipée ou si M. Benflis voulait se présenter en 2019, la décision ne lui appartient pas. On devra convoquer un congrès et le congrès présentera son candidat. Alors, imaginons un seul instant qu'en 2014, Ali Benflis ait été élu président de la République. Il aurait gagné au deuxième tour, disons. Est-ce que le parti qu'il aurait créé aurait participé à ces législatives? Logiquement, oui. Est-ce que la participation est aussi liée à la défaite de Ali Benflis aux élections présidentielles? Non. 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 Je veux dire, si Ali Benflis avait été président de la République, c'était dans le but de changer le système. Oui. Donc, on est dans une démarche différente. Et les élections législatives auraient été un peu plus libres, peut-être? Certainement. Probablement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Boutaleb quand elle dit « les législatives en Algérie, ça ne sert à rien » ? Je pense que chaque parti a sa vision, sa stratégie, sa tactique. Pour nous, le Parti des travailleurs... Alors vous n'avez pas encore décidé? On n'a pas encore décidé, on va le faire ce week-end. Oui. Je pense que pour un parti qui est connecté à la population, qui vit avec la population, qui agit, qui accompagne, qui soutient, qui reçoit énormément de monde, nous ne pouvions pas donner comme priorité les élections. Et il y avait des manifestations, il y avait des grèves contre la loi sur la retraite, justement, parmi les lois qui créent l'instabilité, ça a déstabilisé les institutions, l'éducation nationale, l'université, les entreprises. C'est une loi, je m'excuse du terme, bête, qui est inutile, qui fait que du tort pour les entreprises, pour la fonction publique, pour les travailleurs et pour l'État, parce que le climat de confiance est complètement perdu. Et aujourd'hui, nous soutenons la campagne de 1 million de signatures pour annuler la loi, annuler la retraite anticipée. Oui. Donc ça, pour nous, si on avait mis le cap sur les élections il y a quelques mois de cela, ça serait faire diversion et empêcher que le débat ait lieu sur les questions de l'heure. Donc nous allons décider ce week-end. Bien sûr, il est hors de question que le Parti des travailleurs ne soit pas présent, qu'il participe ou non dans il faut préciser un truc, Maintenant, je m'excuse. Oui. Je pense que ça sera erroné et que ça serait passé à côté de la plaque de considérer les élections de 2017 comme toutes les élections qui ont eu lieu dans ce pays. D'abord, nous sommes dans une situation très grave. Elles sont plus démocratiques ou moins démocratiques? Non, avant d'arriver sur le climat social, sur le climat politique de manière générale, nous sommes dans une situation de toutes les incertitudes. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de méfiance et il y a des choses qui sont faites du côté de l'État. Il y a une instance de surveillance des élections qui a été installée. Il y a des garanties qui sont données, mais on attendra pour voir. Dans tous les cas, nous, on n'a pas voté pour cette instance parce qu'ils sont tous désignés. On n'a pas de problème avec M. Derbel. C'est pas une question de... Donc déjà, c'est mal parti pour le PT. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics, il faut que les plus hauts responsables de l'État, il faut que le président de la République et tous ceux qui ont une responsabilité dans ce pays, il faut qu'ils voient ces élections
comme un moyen de passer à un autre cap. C'est-à-dire que, je veux dire, on ne peut pas continuer à frauder, on ne peut pas continuer à mélanger l'argent avec la politique. C'est un mélange. Oui, mais vous explosif. condamnez la fraude et vous continuez à participer Non, aux non. élections. C'est un peu Non, non, contradictoire, non, puisqu'en non, 2012 aussi, pour le moment, on n'a pas Stazib, dit- non, en non. 2012, Mme Hanoun a dit les élections n'ont pas été libres, on nous a donné un quota, mais on reste quand même. Non, pour le moment, le parti n'a pas encore décidé Ouais. de participer ou non. Non, je parle de Mais 2012, non, 2012. non, mais dans tous les cas, nous sommes un parti légal, nous sommes un parti politique qui utilise tous les espaces qui sont là. Ouais, ouais. Et dans tous les cas, Il fait son travail de parti politique. En tant que député ou élu, on essaye de faire avancer les choses, de poser les problèmes et d'agir. Oui, M. Si Bachchev. je pouvais reprendre un peu la parole. Oui. Moi, je m'étonne tous les matins de voir le focus sur le président de la République, sur ces problèmes d'anticipation ou de présidentielle anticipée. Il y a un président de la République qui est Qui là. a parlé de présidentielle anticipée? Personne. Mais pas autour de cette table, en tous les cas. Si, si. Personne. Madame. Non, je disais que s'il devait, quel Madame. que soit... Il y a un président de la Vous avez la République. parole. Il y a un président de la République qui gouverne le pays. Certes, il a une santé fragile. Mais on vient de voir qu'il est sorti sur le terrain. Il a donné un tempo, un humus à sa fonction, malgré sa santé. J'ai vu au cours de ce 4e mandat le voir générer un certain nombre de lois et de décisions, que ce soit dans la communication, la commission de surveillance, jusqu'à la révision de la Constitution. Les législatives, pour moi, elles seront importantes cette fois-ci, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le reformatage du FLN, c'est le FLN du président de la République. Toujours été le FLN du président. Depuis 2005. Donc aujourd'hui, moi je vois un peu ce qui se passe autour du FLN. Des fois, on parle de FLN, j'observe. Il y a une bouffée d'oxygène et de sang neuf qui va vers le FLN. C'est intéressant. Avec Jamal Ould Abbas. Monsieur Ould Abbas, on ne sait pas si Moi, c'est je parle pas du secrétaire général. Je parle, moi, des cadres et des militants qui sont en train de revenir un peu partout à l'intérieur du pays. Comme Mme Pharaon aussi, qui redevient membre Moi, ce n'est pas les important noms qui du m'intéressent. FLN, ouais. Ce sont les gens qui sont dans les régions, qui sont porteurs d'idées, des professeurs d'université, des politiques, des responsables d'hôpitaux, etc. L'Algérie profonde. Il y a des gens qui maintenant croient à cette législative. Moi, j'ai vu avec, même s'il y a quelques petits débordements, moi j'ai vu avec beaucoup de plaisir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. L'opposition à l'Assemblée nationale a été dans son rôle de contester avec du créatif, d'imaginatif, etc. Le problème maintenant, c'est d'avoir des initiatives intéressantes, transparentes. À mon avis, je pense qu'elles vont se faire. Oui. Qu'elles vont Rapidement, M. Bachchev. Qu'elles vont se faire. Moi, ce qui m'angoisse un peu, je suis en train de voir, c'est ma position politique et idéologique. Je suis en train de voir un peu les partis islamistes se regrouper comme un vrai front, un front uni. Et ils vont avoir leurs idées, ils vont peser sur les élections. Tandis que je vois en face des partis démocratiques désunis. Ouais. Désunis. Et donc j'ai peur qu'il y ait une confrontation. Front de libération nationale et islamiste. Mais si elle est démocratique, pourquoi pas? L'essentiel pour moi, c'est le 109. Oui. Parce que si on a une véritable Assemblée nationale de haut niveau, mature, avec des gens compétents. C'est pas le cas actuellement? Je C'est pas une vraie Assemblée nationale? Pour certains partis, non. Je le dis publiquement. Pour certains partis, non. Lesquels? Au niveau du FLN, il y a des gens qui sont venus par la valise. Tout ça, il faut condamner tout ça. Il faut ramener un député qui a encore la confiance de ses citoyens, qui peut porter la parole des citoyens vers l'exécutif ou vers le président de la République et vice-versa. Oui. Moi, je suis très optimiste sur ce qui va se passer pour les législatives. Je pense que ça va être un nouveau paysage politique qui va se dessiner à travers cette future APN, d'autant plus que, selon la Constitution, le Premier ministre et le gouvernement sortiraient de la majorité avec la possibilité du président de désigner un Premier ministre. Possibilité et non obligation, évidemment, du président de la République. Madame Boutaleb, est-ce que vous êtes d'accord avec... Moi, j'ai du mal à croire à des élections transparentes cette fois-ci, pour la raison suivante. C'est que le cadre électoral a changé. On y a apporté... moi, je trouve que c'est un recul démocratique, dans la mesure où cette haute instance indépendante de surveillance des élections, elle est quand même désignée par le président, de haut en bas. Tout le monde est désigné par le président, donc je ne vois pas où est l'indépendance de cette instance et comment elle peut assurer la transparence des élections. Mais les partis politiques ont été consultés pour le choix de M.
M. Moi, Derbel? je pense que tout dépend de la volonté politique. C'est la volonté je politique. vais vous dire. Est-ce qu'on vous a consulté pour le choix de M. Derbel? Oui, on a donné notre avis. On a dit non. c'est pas la personne qui nous importe, c'est la volonté politique qui doit s'exprimer. On vous a pas écouté? À travers une La orientation question, claire, c'est etc. la question, est-ce que vous avez été Maintenant, consulté pour le choix Pour le choix, voilà. entre que les magistrats, le choix Je des... pense que déjà, sur Derbel, le choix a été déjà fait. Non, je parle pas de D'ailleurs, M. on se Derbel. posait la Je parle du question. choix Il y a des... une proposition. Oui, Je oui. parle du choix Non. des gens de la société Non, civile non. qui seront intégrés. Non, si le CNES, justement, c'est une aberration. Je trouve qu'au Parti travailleur, nous trouvons que c'est une aberration de donner au président du CNES ou au CNES le choix de choisir parmi la société civile. Nous savons Oui, que... c'est étrange. Non, c'est étrange comme C'est une instance démarche. qui relève de la présidence Oui, de la nous République. aurions forcément. aimé. Le problème dans le contrôle, c'est quel rôle doivent jouer les partis aussi dans le contrôle des élections, les citoyens. La volonté politique doit s'exprimer là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici là, d'ici les prochaines élections législatives? Si on regarde ce qui se passe dans le monde, nous avons constaté, comme l'a dit un observateur, des insurrections électorales un peu partout. Aux États-Unis d'Amérique, personne n'attendait Trump. En Grande-Bretagne, tout le monde a fait campagne pour que la Grande-Bretagne reste. Le peuple britannique a dit on sort. L'Italie, la même chose avec le référendum. Qu'est-ce qui va se passer sinon? Est-ce que le peuple va se saisir de ces élections pour sanctionner tous ceux qui lui ont tapé dessus? Parce qu'il y en a beaucoup. Tout à l'heure, la majorité à l'Assemblée populaire nationale elle a une responsabilité. Le gouvernement il a une responsabilité dans les choix qu'il fait, mais l'Assemblée elle peut défaire une politique, elle peut améliorer, etc. Mais elle ne l'a pas fait. Malheureusement, le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait fuir généralement les citoyens chinois des élections? C'est la fraude, mais aussi ce nouveau phénomène dangereux de mélange de l'argent avec la politique. Si Bachir Kalha, l'argent, il a infesté. Vous parlez du FCE là? Oui. Le FCE a été mis à l'écart maintenant. Non, je ne parle pas du FCE, je parle de l'argent de manière générale. Donc, est-ce que ces élections, est-ce qu'on va séparer, est-ce qu'on va éloigner l'argent de ces élections? Ce sera un gage supplémentaire de garantie. Mais sinon, les gens ne vont pas croire. Ce qui est en train de se passer actuellement, et là, je pense que ça a été une bonne stratégie, je vais dire, je parle en tant que simple observateur, de Tala el-Hurriyat, c'est que Tala el-Hurriyat a quand même évité un très gros problème, c'est l'élaboration des listes électorales. C'est des situations qui sont très très compliquées pour les partis politiques. Mais tout parti politique doit passer par ça. Oui, tout parti politique doit passer par ça. Ouais. Mais si on va voir par exemple du côté du FLN, la situation c'est le blocage total. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque wilaya, il y a des batailles. Il y a des batailles, il y a beaucoup de problèmes, il y a des groupes d'intérêt, il y a parfois du tribalisme, enfin c'est assez compliqué. Et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le phénomène de l'argent, et là M. Belkhadem en porte l'entière responsabilité, c'est quand même un phénomène qui a débuté avec le FLN après donc 2005. C'est un phénomène après qui s'est élargi à beaucoup d'autres partis politiques. Donc Tala el-Hurriyat a quand même échappé à ça. C'est quand même très bien, c'est quand même pas mal pour un parti politique qui est tout neuf. Autre bénéfice, je vais dire que dont a bénéficié ce parti à travers cette décision, c'est que les personnes qui ont misé sur Tala el-Hurriyat pour figurer sur ces listes sont maintenant mécontentes. Donc elles vont faire en sorte d'aller vers d'autres partis politiques. Je ne sais pas si au niveau du PT, vous faites face à ce type de comportement ou est-ce que vous avez des mécontents des mécontents, c'est-à-dire qui pourraient venir vers vous et qui pourraient justement... Ils n'ont pas encore annoncé leur participation législative. Mais les gens sont en embuscade pour voir au niveau de chaque wilaya. Tu parles du parti de... Oui. Écoute, on a eu toujours de faire de la migration. Oui, en tout cas, ils vont faire en sorte, certains, on va appeler des opportunistes politiques, qui sont dans certaines wilayas, dans certaines régions, qui sont là pour se présenter sur des listes électorales. Connaissant la logique de nos amis, connaissant la logique de nos amis du PT, je suis sûr que samedi... On va laisser Mme Botala parler et après... Je voulais anticiper. Je suis sûr que samedi matin, la presse algérienne va titrer sur la participation du PT aux élections législatives. Vous pensez connaissant ça va être ça les titres samedi matin? La logique de votre parti, la problématique d'entrance de votre parti, la contestation de votre parti. Je sais comment. On vous suit maintenant depuis. Vous avez le droit de faire les lectures que vous voulez. Voilà. On se donnera rendez-vous samedi matin. Oui. Samedi matin, Madame Botala. J'aimerais revenir sur ce que disait. C'est bien.
au niveau des militants de Talaya al-Hurriyet et notamment des membres du comité central, il faut savoir qu'il y a eu des plaidoiries à huis clos. Bien sûr, on a eu des gens qui ont plaidé pour la participation et les arguments étaient tout à fait valables. Je veux dire, on les a écoutés et puis ils semblaient être très sincères. Et ce qui a été décidé à majorité absolue. Donc, on a eu 291 votes contre la participation. Il y a eu 16 votes pour la participation et 3 abstentions. Les 16... 291 contre. Oui. Contre la participation. Participation. Contre la participation. J'ai compris autre chose. Non, oui. non. Et moi, j'ai écouté les gens qui voulaient participer et je leur ai parlé par la suite. Ils n'ont pas l'intention de quitter. Ils ont l'intention de respecter la démocratie qui a été appliquée dans le parti. Et voilà. Quand vous parlez de démocratie, en fait, c'est Ali Benflis qui a décidé. Il n'a pas décidé. Mais il était personnellement contre cette participation. Et les membres du comité central étaient au courant. Il n'a fait de plaidoirie ni pour l'une ni pour l'autre. Il a été d'une neutralité absolue. Et il a laissé les membres du parti voter pour lui. Il y a eu des consultations. On a commencé les consultations au mois d'octobre au niveau local. Et le vote a abouti après 3 mois de consultation au niveau de nos bureaux. Vos détracteurs disent que le parti est tellement récent qu'il n'est pas apte, qu'il n'est pas capable à participer à ces législatives, qui n'a pas l'appareil nécessaire dans toutes les wilayas pour pouvoir le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se dit ou pas? Non, je ne suis pas d'accord parce que pour la simple raison que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que le parti est structuré dans près de 1400 communes. On attend de structurer le reste, c'est-à-dire il me semble que c'est 1541 communes. Oui, 1541. 1541. Donc je pense qu'on a fait bon chemin en moins de 2 ans. Nos militants sont très actifs au niveau de leur wilaya respective. Et non, je pense qu'on a fait du bon travail. Quelles sont maintenant les démarches à suivre pour le parti de Talaya al-Hurriyet? Pas de participation aux législatives. L'action politique à suivre maintenant, elle consiste en quoi? Alors déjà, on ne va pas rester les bras croisés. C'est pas parce qu'on participe pas qu'on arrête tout. Là, vous allez être en vacances quand même. Il y a pas de... Pas du tout. Non, non, c'est là que le travail commence. Lequel? Le travail de terrain, le travail de proximité. Le travail commence maintenant. Vous savez, ça c'est important de soulever ça. On parle de crise économique, on parle de crise sociale et tout ça. Moi je pense que la plus grosse crise, c'est cette confiance perdue du peuple en ses politiques. Il faut aller vers le peuple, il faut proposer des solutions, il faut venir en force de proposition et s'imposer, et puis imposer des solutions surtout, et puis montrer qu'on est de bonne foi et qu'on veut travailler vers une sortie de crise. Il faut préciser qu'un autre parti politique a aussi décidé de ne pas participer aux législatives, c'est Jil Jadid. Vous êtes d'accord avec la perception, avec la conception des choses du parti de Ali Benflis? On ne participe pas aux élections parce qu'on ne croit pas au système. Est-ce que Faisal Metaoui parlait de suicide politique pour un nouveau parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Sincèrement, je ne pense pas, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains cadres du parti de Ali Benflis, et certains disent même des cadres d'autres partis politiques qui attendaient justement cette décision pourraient annoncer de se joindre justement au... D'autres partis? Ah oui, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que c'est quand même une... Moi, je pense que c'est une décision qui est intéressante à suivre, voilà, en tant qu'observateur. Il y a autre chose, c'est ensuite, quelle est la marge de manœuvre d'un parti politique qui est au sein d'une assemblée comme l'APN? Le Parti des travailleurs y siège depuis une vingtaine d'années maintenant. La marge de manœuvre est très réduite, c'est-à-dire que c'est essentiellement une tribune, et essentiellement une tribune médiatique. Elle est réduite parce quand on n'a pas assez de députés, c'est clair. Non, je suis désolé. Quand on a un groupe parlementaire, comme c'est le cas du PT, théoriquement, on a le droit de faire des propositions de loi, toutes les propositions de loi. La seule qui a été retenue, c'est celle de l'Islah en 2004. En 2003-2004. C'est la seule. Alors, on a le droit aussi d'engager, même si on n'a pas de groupe parlementaire, des enquêtes parlementaires.
Oui, Ça n'a jamais, très peu. Alors le PT n'a fait aucune proposition de loi. Non, on a fait plusieurs propositions de loi. Malheureusement, le bureau de l'Assemblée, il se comporte comme une instance de censure. De censure, à chaque c'est fois. des censeurs, tout à fait. Il ne se bat pas contre le gouvernement. C'est une chambre qui est sous la botte de l'exécutif. Il faut dire les choses. Donc la marge de manœuvre est très limitée. Non, mais sauf que, je vais vous surprendre, en 20 ans, le Parti travailleur a pu inscrire partiellement, totalement, plus de 200 mesures. C'est-à-dire que nous sommes... Amendements, nous généralement dans la finance. Nous sommes battus pendant 12 années pour l'interdiction de l'importation des médicaments produits localement. Et ben, on a gagné. On s'est battu pour l'augmentation du SMIC, pour arrêter les privatisations, pour augmenter les bourses, le etc. SMIC, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a pas augmenté. Mais dans tous les cas, au moins 200 mesures qu'on n'a pas pu faire passer à l'Assemblée, mais que le président de la République a pris en charge par la suite. C'est pour ça que parfois les gens avaient tendance à dire mais le PT il est avec ou donc contre le président. C'est pris en charge ensuite par l'exécutif. Par l'exécutif. Parce que malheureusement, on n'a pas une Assemblée qui utilise d'abord ses prérogatives. Parce que l'Assemblée, lorsque vous avez, si Bachir tout à l'heure disait, malheureusement, nous avons constaté depuis 1997 qu'à chaque fois, on passe de pire en pire. À chaque fois que l'Assemblée qui est précédente, elle est mieux que celle qui est à venir. Nous espérons que ce cycle-là va se briser à l'occasion des élections en 2017. Si on n'aspire pas, si on ne milite pas, si on ne veut pas aller de l'avant. La nouvelle APN est intéressante. Si on revoit la révision de la Constitution et qu'on arrive à la problématique des groupes parlementaires ou d'un parti, vous me corrigez si je me trompe, il faut maintenant dans la nouvelle Constitution, à la peine, avoir un certain nombre de voix des partis, quels que soient les députés, pour bloquer une loi ou redemander la révision de la loi dans la nouvelle Constitution. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle APN, c'est l'application des nouvelles lois. Deuxièmement, nous on a funi un peu sur les gens qui ont été, peu importe que ce soit le CNES ou... C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui ont décidé de participer. Je suis tout à fait d'accord sur ça. J'ai vu la liste. L'Assemblée, par exemple, je m'excuse, l'Assemblée, la sixième législature, c'est elle qui a fait capoter la réforme politique qui est initiée par le président de la République. C'est-à-dire que nous avons reçu du texte, des projets de loi qui étaient intéressants sur le plan démocratique, sur le plan politique, et la majorité de l'APN a revu à la baisse les projets de loi. Cette commission parlementaire où il y a 400 magistrats et les gens qui ont été proposés par le CNES, je dis peu importe sur le CNES, pour une raison évidente, peut-être qu'ils ont un certain nombre de cadres, ils sont un peu partout, ils sont bien implantés, etc. Moi, j'ai vu... Le CNES, déjà, il ne fait même pas son travail, je m'excuse. Son travail de donner des éléments pour la société. Au choix. Moi, j'ai vu une quarantaine de noms de gens que nous connaissons. Ce sont des citoyens de haut niveau. Il y a des professeurs d'université, il y a des chirurgiens de haut niveau, il y a des gens qui sont dans la fonction. Le problème, ce n'est pas les compétences. Ce qui est intéressant, c'est ces gens-là, cette fois-ci, ce qu'on leur demande de faire. Ces gens-là vont venir, je peux vous dire, j'anticipe encore une fois, ils vont venir avec un autre état d'esprit. On espère. C'est ça qui est intéressant. Et les députés qui doivent venir maintenant, moi, je ne sais pas le secrétaire général ou les gens qui m'apportent au FLN ou au PT. Moi, quand je vois la proposition du PT ou des amis qui sont dans les partis islamistes, ça frappe dur. Alors, l'essentiel, c'est de participer. Le mot... Oui, allez-y, rapidement. Si l'UFFS a décidé d'y aller, l'URCD aussi, c'est intéressant. Le mot de la fin, c'est pour Mme Boutaleb, parce que c'est votre... Il faut bien respecter ceux qui ont décidé de ne pas y aller, bien sûr. Le mot de la fin pour vous, qui y vont aussi. Parce que c'est votre premier plateau télévision, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, je voulais juste dire que Tala El Hurriyet, dès le départ, est un parti d'opposition. Et dès le départ, on a tenu un certain langage et notre position est claire dès le départ. Et je pense que ce vote est en cohérence avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Voilà, c'est par souci de cohérence aussi. Et nous attendons la décision du PT, évidemment, qui va intervenir aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir participé à ce nouveau numéro de Place au débat, le premier de l'année 2017. Merci à nos invités, Tarek Hafid, journaliste, Ramdan Tazibt du Parti des Travailleurs. Merci à Atiqa Boutaleb de Tala El Hurriyet et Hassan Bachichif, directeur de la Tribune. Un clin d'œil spécial à Madame Saïda Benhabiles. Si vous nous regardez, on vous souhaite une très bonne année 2017. Merci à vous pour votre fidélité et à vendredi prochain.